Merci, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webcast où nous allons vous présenter Ecomiam, le village du surgelé, une entreprise qui distribue des produits surgelés principalement dans le Grand Ouest, mais qui nous a déjà positionnés à la place de numéro 3 en France dans ce secteur. En ce qui me concerne, donc je suis issu de l'industrie agroalimentaire. J'étais confronté à la reconversion des activités d'un abattoir qui exportait sur pays tiers avec le bénéfice d'aides européennes, qui devait imaginer une reconversion. C'est donc dans cette logique que j'ai essayé d'imaginer un réseau de distribution qui permette à la fois de protéger la valeur pour les filières de production françaises et de manière très attractive pour les consommateurs français. M'a rejoint depuis Pierre Frégnac, que je vais laisser se présenter. Bonjour, Pierre Frégnac, je suis le directeur général adjoint d'Ecomiam. Je suis diplômé de l'Institut supérieur de gestion. J'ai une double expertise supply chain commerciale. J'ai fait toute ma carrière, donc 27 ans d'expérience dans des multinationales américaines de l'agroalimentaire, Coca-Cola, Mars Wrigley ou Kraft Jacobs Suchard pour ne pas les citer. Et je dois vous faire un aveu, parce que c'est vrai que ça peut vous paraître étonnant que je passe d'une multinationale américaine à une PME bretonne. En fait, je connais Daniel depuis pas mal de temps. Et il m'avait dit, Pierre, un jour, quand on va développer Ecomiam, il faudrait que tu me rejoignes, donc si tu pouvais le mettre dans ton plan de carrière. Et j'ai sauté le pas, et j'ai sauté ce pas, je dirais, pour deux raisons principales. La première, c'est les valeurs d'Ecomiam. Le 100% français, la convivialité, la simplicité. Et l'autre point, c'est que Daniel et moi, on a des profils complémentaires. Daniel est un développeur, un entrepreneur, et moi j'aurais plus un profil de gestionnaire, d'organisateur. Merci Pierre. Donc, pour vous présenter cette success story familiale, vous voyez ici un petit graphe qui présente la progression des nombres de points de vente depuis 2012. Je vous propose de visionner une petite animation qui vous explique un peu l'âme d'Ecomiam. Vous ne vous souvenez sûrement pas de cette époque, et moi non plus d'ailleurs. Mais quand Dave allait faire ses courses, c'était somme toute assez facile. Pas d'intermédiaire, ses produits étaient certifiés frais, 100% issus de l'agriculture locale, et ça fonctionnait très bien. Avec le temps, tout ça a peu à peu disparu. Si bien qu'aujourd'hui, on ne sait plus vraiment d'où vient ce que l'on mange. Sans parler des packaging, des publicités agressives, c'est donc tout un système qu'il fallait repenser. Revenir à l'essentiel, quoi. Voilà pourquoi Ecomiam est né. Pour la petite histoire, Ecomiam, c'est l'aventure familiale portée par Antoine, Daniel et Charlotte qui, dans leur belle Bretagne... j'ai dit belle Bretagne, Maurice. Voilà, c'est mieux. Et puis, rajoute-moi une bigoudelle. Non, laisse tomber, c'est un peu cliché, là. Donc, je disais... Antoine, Daniel et Charlotte ont imaginé un nouveau réseau de distribution de surgelés, 100% français et sans superflu, Ecomiam, qui propose des produits de nos régions, surgelés donc, et tout ça en pratiquant les prix les plus bas, s'il vous plaît. Comment on fait? Eh bien, Ecomiam, c'est tout d'abord éco. Pas de packaging sophistiqué chargé de visuels, ni de pub agressive. Nous préférons pratiquer des prix bas plutôt que dépenser de l'argent pour dire qu'on est moins cher. C'est pourquoi Ecomiam existe grâce au bouche à oreille. Et puis nous présentons nos produits dans leur plus simple appareil, sans fioritures. Alors forcément, c'est moins cher. Et miam, parce que pour nous, c'est bien beau de faire des économies. Mais encore faut-il que nos produits soient les plus savoureux possibles au moment de la dégustation. Voilà pourquoi nos produits sont français et surgelés. Ecomiam, vous l'aurez compris, c'est toute une philosophie qui fait de nous des irréductibles du surgelé français. Des originaux en quelque sorte. Ecomiam, les irréductibles du surgelé français. Donc vous l'avez compris, au travers de cette petite animation, nous sommes une entreprise engagée. Notre ambition, c'est de réconcilier le consommateur avec son écosystème, son corps d'abord, qu'il puisse consommer des produits bruts, qu'il cuisine lui-même, c'est meilleur pour sa santé, son milieu, déjà son portefeuille, et ne pas dépenser de l'argent inutilement, veiller à ne pas gaspiller ce qu'il consomme, respecter les filières de production qui produisent les produits qu'ils consomment, et puis la planète, parce qu'il y a moins d'emballage. Globalement, les produits font moins de kilomètres pour arriver dans l'assiette, et la grande force de l'offre surgelée, c'est de contribuer à réduire très sensiblement le gaspillage sur tous les maillons, depuis la production jusqu'à la consommation.
Nous sommes d'ores et déjà le troisième réseau donc de magasins spécialisés surgelés français, positionnés, comme vous l'avez vu, sur une offre très particulière, éthique, accessible, de produits frais essentiellement non transformés, 100% français. Et à bien des égards, nous sommes précurseurs dans notre modèle économique. Figure sur cette slide, vous le voyez, la répartition des revenus entre le fournisseur, la marge Ecomiam et l'État, ce que nous affichons sur chacun des produits commercialisés en magasin. Un petit exemple pour vous montrer comment cela fonctionne. Le marché français du surgelé est évalué sur la base d'une dépense annuelle par ménage de 220 €, ce que nous dit l'INSEE. Donc sur la base de Carhaix, qui est une petite ville du centre-Bretagne, qui est mieux connue pour le Festival des Vieilles Charrues, 6300 ménages sur la zone d'achalandage, ce qui calibre la consommation de surgelé à 1,5 million d'euros à peu près. La logique voudrait que les spécialistes du surgelé, qui représentent un tiers de ce marché, en général les 2 tiers étant préemptés par les généralistes, nous devrions être autour de 400-450 000. En fait, nous avons réalisé 930 000 € de chiffre d'affaires l'an passé. Nous dépasserons le 1,2 million cette année. C'est pour vous dire que nous dépassons largement les codes, que grâce à notre offre, eh bien, nous élargissons sensiblement la catégorie, une espèce de migration des achats frais hier congelés à domicile qui s'effectuent maintenant directement surgelés dans nos magasins. Toute cette conviction, ce positionnement nous a permis donc d'étoffer notre présence sur tout le territoire du Grand Ouest, comme vous le voyez ici. Dans chacun des magasins, nous avons une offre click and collect et nous avons également la capacité de vous livrer partout en France en moins de 48 heures avec notre partenariat avec Chronofresh. Nous sommes maintenant rentables significativement cette année. Nos ambitions maintenant, une fois que ce modèle est donc éprouvé, challengé sur le terrain, eh bien, c'est de le déployer sur tout le territoire national. C'est l'enjeu de notre démarche aujourd'hui en bourse. Développer la diffusion numérique de notre enseigne pour accroître sa notoriété et donc l'activité en magasin. C'est ce que nous allons vous présenter maintenant. Pour ce faire, donc, comme vous l'avez remarqué, nous nous appuyons sur une identité forte. Le produit surgelé, qui a parfois été objet de tourments. On pense toujours à l'affaire des lasagnes avec la viande de cheval et tout ça. Ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que chez Ecomiam, il n'y a pas de lasagne. Par contre, vous allez trouver tous les produits bruts qui vont vous permettre de réaliser la bolognaise, par exemple, facilement, avec même des applications, on le verra un petit peu plus tard, pour vous guider dans ces démarches. Le produit surgelé est le meilleur moyen de conservation de l'aliment. C'est celui qui permet, pour peu qu'il intervienne, ce qui est le cas de nos produits, très tôt dans le processus de production, de préserver toutes les valeurs nutritionnelles, toutes les valeurs organoleptiques des produits. Autre particularité de notre offre, c'est donc un assortiment maîtrisé, 350 références. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes grosso modo à la moitié de ce qu'offrent nos concurrents sur ce marché. Mais c'est délibéré, nous ne commercialisons pas de plats cuisinés. Par contre, nous avons un très vaste choix sur les produits bruts, portionnés, exclusivement d'origine France. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on le voit sur cette étiquette d'aiguillette de poulet, nous indiquons tous les éléments nécessaires à rassurer le consommateur par rapport à l'origine du produit, y compris la marge. Donc pas de packaging superflu, ce qui nous permet d'économiser bien sûr de l'argent. Et des prix, ça c'est aussi un point majeur de notre offre, qui sont fixes pendant 6 mois, voire plus, puisque nous allons renouveler notre catalogue. Nos catalogues durent 6 mois en moyenne. Nous le renouvelons à compter du 1er octobre et nous allons annoncer donc à nos clients que nous maintenons tous les prix qui étaient en place sur les 6 mois qui viennent de s'écouler. Si on regarde cette matrice qui présente le marché du surgelé à destination des particuliers, on rappelle la volumétrie de ce marché, 6,7 milliards à peu près, donc 220 € par le nombre de ménages en France. Un tiers pour les spécialistes dont nous faisons partie, les 2 tiers sur les généralistes, tous les hypermarchés que vous connaissez. Donc vous voyez, pour présenter ce marché surgelé, soit c'est de la vente en magasin, réseau, soit à des livraisons à domicile. L'ensemble des principaux acteurs se sont positionnés sur les produits transformés, prêts à utiliser. Vous voyez, donc nous, notre particularité, ce qui a fait notre succès et notre force aujourd'hui de développement, c'est que nous sommes rentrés sur ce marché-là par le produit brut, par le produit frais à cuisiner, simplement à domicile. Quelques exemples
de configuration de magasin. Donc vous avez en haut à gauche le magasin de Château-Giron. Donc c'est l'exemple type du magasin que nous cherchons à implanter. Nous sommes sur un retail park, en face un hypermarché, l'Hyper U de Château-Giron. Donc c'est le magasin idéal, 300 mètres carrés. Nous sommes sur un chiffre d'affaires lors de la première année de 640 000 euros. C'est le rythme que l'on pose en général la première année, entre 550 et 640 000 euros. Sur la droite, vous avez le magasin de Guérande, qui se trouve dans un milieu concurrentiel assez exacerbé, donc présence d'un Lidl. On ne le voit pas sur cette photo, mais il y a un Leclerc tout près. Il y a un Picard qui se trouve juste derrière. Et c'est un magasin qui se développe très très bien aussi, puisque cette année, on a fait 800 000 euros la deuxième année. On va franchir le million d'euros allègrement cette année. En bas, vous avez le magasin de Brest, qui est un magasin plus historique. On vous le présente parce que vous voyez, dans ce magasin, on a réalisé 1 840 000 l'an passé. On va dépasser les 2 millions cette année. Je ne sais pas encore vous dire quel est le niveau de maturité d'un magasin et combien, puisque nous sommes toujours en progression. Je laisse à Pierre le soin de vous présenter notre cliente fétiche. Oui. Alors, nous connaissons bien notre client. Alors, je devrais dire plutôt notre cliente. Selon une étude Parabellum, notre cliente a environ 44 ans. C'est une femme active. Elle est mère de famille. Elle nous a connus par le bouche à oreille. Elle vient nous voir une fois par mois depuis plus d'1 an. Elle est fidèle, donc elle consomme ses surgelés, enfin les achète chez nous. Comme 45% des Français, elle fait partie des traditionnels et des conviviaux. Donc c'est les personnes qui aiment cuisiner, qui consacrent du temps aux courses et qui recherchent des produits bon marché et de qualité. Elle nous aime parce qu'on lui offre des produits de qualité, je l'ai dit, mais aussi une origine France, ce qui est important pour elle, et un juste prix. Elle nous trouve rigoureux, sérieux, sympathique. Je pense que vous avez vu dans la présentation notre petit brocoli, qualitatif, écolo-militant, et elle aimerait que nous lui offrions plus de choix. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est que lors de cette étude, on avait en magasin à peu près 200 références. Donc, on l'a écoutée, on a pris en compte cette étude, et nous sommes maintenant à peu près à 350 références. Un point majeur aussi, c'est le parcours client. Et ça, c'est donc l'apport d'Antoine notamment et Charlotte qui ont beaucoup travaillé sur cette dimension. Vous les avez vus dans la petite film d'animation, mes aînés. Et vous voyez ici, ça se caractérise par... on aime bien, c'est Antoine qui aimait bien imposer cette remarque. Nous sommes une enseigne de la preuve, non pas de la promesse. Et les preuves, c'est d'abord le coin popote. C'est-à-dire qu'on fait déguster les produits, on fait découvrir les produits, on fait participer nos clients à l'élaboration de recettes. Le coin collaboratif, ça a été majeur. Comme Pierre le soulignait tout à l'heure, la demande de diversité de produits exprimée par les clients. Dans tous les magasins, vous avez un coin collaboratif qui permet aux clients, en complément bien sûr des échanges avec les équipes magasins, d'exprimer leurs souhaits. L'espace enfant, ça c'est un marqueur aussi important de notre enseigne, puisque chez nous, les enfants ne sont pas des prescripteurs enquiquinants pour les parents qui, dans les rayons, exigent d'avoir tel ou tel produit. Au contraire, ici, chez Ecomiam, ils viennent, ils ont leur endroit. Alors, pendant des moments comme nous vivons actuellement, bien sûr, nous avons été obligés de se soustraire à ceci, mais ça ne durera pas. Et en tout cas, c'était un marqueur essentiel de la mère, faire en sorte que l'enfant trouve du plaisir à venir chez nous, dessiner. Les parents font leurs courses tranquillement dans le magasin. Nous n'avons pas de démarche de produits, d'achat d'impulsion pour grossir le panier moyen. C'est donc ce rapport de confiance qui est posé avec ce client qui s'établit et qui fait croître les achats progressivement dans nos magasins. La carte coup de pouce, une carte de fidélité que nous vendons, 3 €, qui ouvre droit à 1% de cagnotage sur tous les achats, 3% sur une sélection de produits, de 10 à 15 produits que nous sélectionnons tous les mois pour soutenir soit une jeune entreprise, soit pour faire découvrir un nouveau produit ou éventuellement donner un petit coup de pouce à une filière qui a besoin de stimuler les ventes. Notre application smartphone qui permet, lorsque vous êtes chez vous à domicile, de pouvoir scanner soit le code barre, soit l'étiquette produit et de voir apparaître en réalité virtuelle augmentée sur l'écran de votre smartphone des petites propositions, des astuces recettes, voire même des vidéos de recettes pour la mise en œuvre du produit. Nous sommes globalement, et ça nous a permis d'ailleurs d'obtenir un label d'entreprise innovante par BPI France, une entreprise très branchée, très digitale, beaucoup dans le numérique,
un site internet très convivial. Nous engageons des dépenses marketing essentiellement digitales qui nous permettent de bien cibler nos clients et de bien communiquer avec nos clients. Nous avons bien sûr une forte présence sur les réseaux sociaux, y compris en termes de management d'enseigne. Nous utilisons ces réseaux sociaux. Le Yammer, c'est donc réservé aux gens titulaires d'une adresse ecomiam.com pour stimuler la réactivité, la convivialité, la spontanéité dans les échanges au niveau de l'enseigne. Passons maintenant à l'organisation de notre entreprise et les relations particulières que nous avons avec nos affiliés ou nos fournisseurs. Très clairement, notre modèle a fait ses preuves. La structuration de notre entreprise est claire, simple et efficace. Alors, si je commence par le conseil d'administration, comme vous pouvez le voir, 60% des administrateurs font partie de la famille Sauvager, donc les fondateurs de l'entreprise Ecomiam. Et 40% sont des administrateurs indépendants qui sont plus particulièrement en charge du juridique et de la gouvernance des affiliés. Pour la direction générale, vous nous avez en face, donc Daniel et moi, sachant que je ne fais pas partie de la famille Sauvager. En ce qui concerne les fonctions support ou opérationnelles, nous avons 7 départements et nous venons de renforcer le département recrutement affilié avec le recrutement de Nicolas Fertile qui vient d'un cabinet expert dans tout ce qui est affiliation, franchise et qui va nous permettre de recruter et développer notre enseigne sur toute la France. Ce qui est important de noter, c'est que nous respectons nos fournisseurs et les filières de production françaises. La première des choses, c'est qu'on garantit nos prix d'achat sur 6 mois. Ce qui veut dire que quand il y a une crise du porc, quand le cours du porc chute, nous maintenons nos prix d'achat, ce qui donne de la visibilité à la filière de production porcine et ce qui est nécessaire pour elle pour survivre. Nous ne pratiquons pas de marge arrière. Daniel l'a dit, on ne fait pas de promotion, mais on ne fait pas de marge arrière. On ne va pas demander au fournisseur, pendant la relation qu'on a avec lui, un budget supplémentaire pour une promotion, pour une publication d'un tract ou sur Internet. En contrepartie, ce qu'on demande par contre à nos fournisseurs, c'est des garanties sur la traçabilité du produit, ce qui est clé pour nous, et évidemment la qualité. En ce qui concerne nos affiliés, nous avons à cœur de pérenniser la relation avec lui. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le chiffre d'affaires nous appartient et on porte les stocks. Ça, c'est la particularité de la commission à l'affiliation, qui est différente de la franchise, et Daniel vous l'expliquera un petit peu plus tard. Mais ça nous permet, la commission affiliation, d'avoir des prix identiques sur tout le territoire national. Qu'on soit en Bretagne, à Lille ou à Dax, les prix sont les mêmes et ce qui est très important pour nous. Ce qu'on fait également, c'est qu'on apporte en fonds propres et comptes courants 50 000 € pour aider à la création d'entreprises, pour supporter le nouvel affilié. Et ces 50 000 € sont bon an, mal an l'apport minimum qu'il doit avoir pour ouvrir un magasin avec nous. Quand on regarde le retour sur investissement d'un affilié, il est aujourd'hui d'environ 3,5 ans. Et ce qui nous fait très très plaisir et qui est la clé de notre réussite, c'est qu'on fidélise notre réseau. 2 tiers des affiliés aujourd'hui ont 2 points de vente et, alors on est fiers de vous l'annoncer, il y en a 2 qui vont bientôt ouvrir leur 4e. En ce qui concerne les critères ESG, ils sont vraiment ancrés dans l'ADN de l'entreprise. Alors, si on regarde la gouvernance, 40% des administrateurs sont des femmes. Pour ce qui est de l'environnement, on souhaite réellement diminuer notre empreinte écologique. Alors, on vous l'a dit, il n'y a pas de packaging superflu. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'on valorise 80% des déchets qu'on génère. En ce qui concerne le social, nous recrutons majoritairement nos collaborateurs en CDI, nous les formons et on promeut la promotion interne. Donc, par exemple, la responsable du magasin Doré est devenue notre responsable marketing et ce n'est pas le seul exemple de promotion en interne. En ce qui concerne les parties prenantes externes, alors je vous ai déjà parlé des affiliés et des fournisseurs, mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on a une relation particulière avec nos clients.
pour nous, la satisfaction client est essentielle et on échange énormément, on a un travail collaboratif, on les écoute et on prend en compte leur avis. Et tous ces engagements nous ont permis d'être reconnus par un tiers indépendant qui s'appelle Etifinance, que je suppose vous connaissez, et qui nous a attribué une maturité avancée, ce qui pour une PME est un score très très bon, et nous souhaitons vraiment continuer dans cette démarche. Merci Pierre. Donc, tous ces éléments nous permettent de progresser très vite en chiffre d'affaires. Donc vous voyez ici sur le premier semestre 2020, notre semestre à nous débute donc le 1er octobre de 2019 pour se clore au 31 mars 2020. Donc vous voyez, nous sommes en croissance de 46%. Nous avons un petit effet confinement sur la fin du mois de mars, mais nous étions sur cette dynamique de croissance de 46%. C'est accéléré depuis, on verra tout à l'heure. En organique, c'est-à-dire sur la seule base des magasins déjà ouverts, nous étions à 34%. Nous avons accru le nombre de points de vente de 4 magasins sur cette période. Bien évidemment, cette dynamique de croissance améliore notre rentabilité à deux niveaux. Ça nous permet bien sûr d'écraser plus facilement nos coûts fixes, mais aussi nous avons un transfert de coûts fixes en variable puisque tout notre modèle économique, sa vertu, c'est d'être basé le plus possible sur du variable. On a évoqué tout à l'heure la commission affiliation, ça nous permet de variabiliser les coûts d'exploitation des magasins. Vous avez présenté ici la situation comptable qui a été auditée par nos CAC au 31 mars. Donc vous voyez la progression du chiffre d'affaires, de la marge commerciale. Vous voyez aussi apparaître des plus-values de cession. Ces plus-values concernent des points de vente que nous avons créés et que nous revendons. Soit à des tiers, soit à des responsables, ça fait à plusieurs reprises, des responsables magasins avec qui nous concluons un contrat de commission affiliation. Tout ceci en rappelant quand même que notre ambition est bien de se déployer au travers d'entrepreneurs dans le cadre du contrat de commission affiliation, mais de conserver en propre un minimum de magasins témoins, 4-5 magasins témoins pour avoir une prise directe sur la réalité du business en magasin. Ici, vous voyez deux courbes, deux graphiques qui expriment à droite la fluctuation hebdomadaire du chiffre d'affaires de l'enseigne, du cumul de l'ensemble des magasins. Donc vous voyez, nous avons eu un effet effectivement confinement important, mais nous étions sur un train déjà significativement à la hausse avant et nous le conservons après cet épisode. Nous bénéficions donc de toute la dynamique de croissance de l'enseigne puisque nous allons réaliser sur 2020 plus de 22 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un résultat d'exploitation supérieur à 250 000 euros. Donc ce chiffre d'affaires de 22 millions d'euros, c'est plus de 50% de croissance de chiffre d'affaires. Un petit commentaire rapide sur le graphe de gauche, c'est l'importance des commandes par Internet, avec bien sûr une poussée durant la période de confinement, mais d'une manière générale, l'entreprise est au rendez-vous des évolutions du comportement de consommateurs qui demandent de plus en plus à utiliser Internet pour commander. La présentation du bilan, qui vous présente les grands blocs du bilan, avec des capitaux propres qui vont être significativement améliorés avec les résultats de cette année et confortés bien évidemment par notre induction en bourse. Les actifs immobilisés qui correspondent à nos magasins en propre, les stocks, les encours clients affiliés qui vont légèrement diminuer puisque traînent encore au 31 mars 4 magasins qui avaient été initialement ouverts en franchise, qui sont basculés en 1er avril en commission affiliation, qui nous permet de réduire cet encours client dans l'exploitation au quotidien. Je devrais peut-être vous faire un commentaire sur un emprunt obligataire qui avait été conclu en 2017 et nous avons signé un accord avec les obligataires pour un remboursement dans les 3 mois de l'IPO et nous avons obtenu la mise en place d'un crédit bancaire pour ce faire. Notre ambition maintenant, c'est la conquête nationale. Encore une fois, l'objectif, c'est d'optimiser la diffusion numérique de notre réseau pour capitaliser sur une plus grande notoriété, pour accroître la fréquentation, nous permettre aussi d'être encore un partenaire plus conséquent vis-à-vis de nos filières de production, nos fournisseurs, et d'incarner, de rendre encore plus visible notre démarche. Notre objectif, c'est donc de disposer au minimum de 125 points de vente
en 2025? Alors, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de partir à la conquête des régions de France. Alors, nos magasins aujourd'hui, on en a 26 qui sont situés en Bretagne et en Pays de Loire, là où l'histoire, l'aventure Ecomiam a commencé. Nous avons récemment ouvert, en juillet, un magasin à Dax. Nous allons en ouvrir un bientôt à Avranches. Et on a 2 projets d'ouverture à court terme dans le Finistère. Mais ce qu'on veut, c'est évidemment couvrir l'ensemble de la métropole. On veut avancer par grappe, puisque, comme on vous l'a dit, les gens nous connaissent par le bouche à oreille. Donc le but, c'est de prioriser la Nouvelle-Aquitaine et la Normandie, et ensuite d'étendre, d'aller vers l'Est. Notre priorité, ce sont les 200 villes moyennes. Alors les villes moyennes, pour nous, c'est des villes qui vont de 20 à 100 000 habitants. Pour cela, on a beaucoup de demandes d'affiliation. Alors, comme vous pouvez voir sur le slide, il y en a 260. En fait, avec ce qu'on entend avec l'introduction en bourse, évidemment, on parle beaucoup d'Ecomiam. Et donc, c'est vrai qu'on est en train de recevoir aujourd'hui énormément de candidatures. Ce qui ne veut pas dire qu'on va prendre toutes ces candidatures. Parce que pour nous, on est un métier de commerce et donc on veut des commerçants, des gens qui aiment les gens, qui peuvent conseiller, partager, qui aiment aussi la cuisine. Et ça, c'est très important. Donc c'est clairement dans nos critères de sélection des affiliés. Et on table sur 20 ouvertures par an d'ici 2025. Alors j'aimerais bien faire un petit point sur notre ouverture à Dax, donc en Nouvelle-Aquitaine. Donc on l'a ouvert le 15 juillet. Elle est également implantée dans une zone commerciale où il y a un Aldi et un Leclerc. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'elle a, en termes de fréquentation, un des plus forts niveaux de nos dernières ouvertures. Point aussi important, donc comme vous l'avez vu, on ouvre à Dax, qui n'est pas vraiment notre territoire. Nous, on est plutôt en Bretagne, Pays de Loire. Donc, il nous apparaissait important d'avoir une offre locale. Et en discussion avec l'affilié, on a référencé le poulet fermier jaune des Landes et le cœur de canard, qui sont des produits essentiels à avoir dans cette région. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on les a référencés évidemment pour Dax, mais on les a également testés dans nos magasins en propre pour voir ce qu'ils donnaient. Et on s'est aperçu que ça marchait très bien. Les gens sont heureux d'avoir la nouveauté, des produits qui viennent d'autres régions. Et donc, on va pouvoir le proposer à tous nos magasins dans quelques temps. Maintenant, si je m'attarde un peu sur la logistique qui est clé, évidemment, dans notre déploiement national. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que notre logistique, elle est prestée. C'est du variable, ça c'est très important pour nous. Notre prestataire, c'est le Calvez Surgelé, qui est le numéro 2 du transport surgelé en France, qui fait partie du groupe Jackie Perrenot. Et grâce à ce prestataire, on peut livrer toute la France en J+3. Donc c'est au départ de son site près de Rennes, à Noailles-sur-Vilaine, on livre toute la France en J+3. Et au fur et à mesure de notre développement, quand on aura beaucoup de magasins, par exemple en Nouvelle-Aquitaine, on pourra utiliser sa plateforme de Montauban, plus tard celle de Montélimar ou celle de Bourges. Ça, c'est clairement comment on veut se développer avec notre prestataire. Ce qu'on va également faire avec les affiliés, dans les nouvelles régions où on va rentrer, c'est qu'on va identifier les produits régionaux. Et on va les référencer. Et l'idée, c'est d'avoir 80% des références qui soient à l'échelle nationale et 20 qui soient locales, qu'on puisse mettre en avant dans chaque région. Ce qui est très très important aussi pour nous, c'est que nos affiliés, nos partenaires viennent des prescripteurs, des ambassadeurs de notre enseigne pour qu'on continue à se développer. Donc, voilà ce qui fonde notre ambition. Donc cette année, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on est à plus de 50% de croissance, 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va aller chercher un REX à 250 000 euros. L'objectif 2025, 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, 7 millions de REX, sachant que ce REX, comme l'essentiel du CAPEX du déploiement de l'enseigne est porté par les affiliés, supporte avant son établissement moins d'amortissement proportionnellement à ce que nous avons aujourd'hui. Donc voilà nos ambitions très clairement. Et comment je veux dire, les fonds qui sont levés, qui vont permettre d'atteindre ces objectifs, on les flèche prioritairement, comme Pierre vous l'a exposé tout à l'heure, pour accompagner les affiliés, c'est-à-dire
Ils mettent de leur poche 50 000 euros, ou 60 000 euros. On met à leur soutien 50 000 euros pour asseoir une base de fonds propres suffisant pour aller générer une dette qui va finir de financer, grosso modo, il faut de l'ordre de 220 000 euros d'investissement, plus les frais d'installation, il faut 270 280 000 euros. Donc on va aller chercher par la dette le complément pour installer un magasin. 20% qui vont être fléchés pour stimuler la fréquentation de nos magasins au travers de fonds engagés dans le marketing digital essentiellement, donc toujours un marketing bien ciblé par rapport à nos clients cibles. Et puis bien évidemment une partie des fonds propres qui vont venir au soutien des fonctions support qui vont se développer inéluctablement sur l'animation de réseau, conforter le poste qualité au fur et à mesure du développement de notre enseigne. J'espère que cette présentation vous aura motivé à investir dans notre projet. Vous avez compris que Ecomiam, c'est plus qu'un réseau de distribution de produits surgelés. Je pense que nous pouvons légitimement revendiquer une position d'acteur éthique dans la distribution alimentaire, tout à fait en phase avec les nouvelles tendances de consommation. Nos expériences passées, à Pierre et à moi, vous démontrent que nous réunissons et autour de nous, nous avons une magnifique équipe pour vous assurer que nous avons un management expert et précurseur dans bien des domaines pour porter ce projet. Nous avons d'ores et déjà une forte dynamique engagée en 2020, comme on vous l'a démontré à l'instant. Et le fait d'être une entreprise familiale, ambitieuse, c'est aussi pour les gens qui vont nous accompagner dans ce projet-là, qui vont aligner leurs intérêts sur celle de la famille, eh bien, c'est gage de pérennité et de réussite dans notre projet. Je vais passer la parole maintenant à Cyril Gontier, qui va se présenter lui-même pour vous présenter les modalités de l'opération. Merci Daniel. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, Cyril Gontier, je suis managing director au sein de Portzamparc, groupe BNP Paribas. Portzamparc qui est chef de file de l'opération d'introduction en bourse et d'Ecomiam. Je vais vous présenter les points clés de l'opération. Alors première chose, nous avons une cotation sur le marché Euronext Growth et deux labels, le label Entreprise innovante décerné par BPI et une société qui sera éligible au PEA-PME. En termes de fourchette de prix, la fourchette de prix est comprise entre 9,45 € et 11,55 € avec un prix milieu de fourchette de 10,50 €. La valorisation de l'entreprise pré-introduction en bourse est de 24 millions d'euros avec un placement qui sera double, une offre publique en France, mais aussi en parallèle un placement auprès d'institutionnels en France et à l'étranger. En termes de modalités de l'offre et de montant principalement de l'opération, donc l'opération est de 10 millions d'euros par augmentation de capital, une augmentation de capital pouvant être étendue à 11,5 millions d'euros. Alors un point vraiment à noter dans le cadre de cette opération, et je pense que Ecomiam est unique dans les engagements de souscription reçus avant même le lancement de cette opération. En effet, nous avons reçu des engagements de souscription couvrant près de 92% de l'opération, avec notamment 4 investisseurs clés qui se sont engagés. Le fonds Nobel, géré par Weinberg Capital Partners, le fonds Periam, le fonds Oryx Investissement et le fonds Vatel Capital. En plus de ces 4 fonds, nous avons 2 engagements de souscription, un engagement de souscription de Pierre Frégnac et un engagement de souscription de Pauline Sauvaget. Par ailleurs, les dirigeants, la famille Sauvaget s'est engagée à conserver ses actions sur une période de 1 année après l'introduction en bourse. En termes de calendrier de l'opération, donc le lancement a commencé ce matin. Vous pouvez d'ores et déjà acheter des actions auprès de votre conseil habituel, de votre banque ou de votre broker, avec une période d'offre qui va se terminer pour les particuliers le 5 octobre et pour les institutionnels le lendemain à midi. La première cotation et le début des négociations sur Euronext Growth aura lieu le 9 octobre prochain. Un point également sur la répartition du capital avant et après opération. Donc avant opération, la famille Sauvaget détient 100% du capital et après opération, en fonction des clauses qui seront tirées, le capital diffusé dans le public, c'est-à-dire le flottant, sera compris entre 29 et 37% du capital, ce qui est un flottant tout à fait satisfaisant.
Enfin, avant de laisser la parole à Daniel, vous avez sur ce slide les différents partenaires de l'opération. Merci Cyril. Donc maintenant, si vous le voulez bien, nous allons nous livrer au jeu des questions-réponses. Donc nous sommes tout oui et j'espère que nous serons en capacité de vous apporter toutes les informations que vous souhaiteriez obtenir de nous. Non, je profitais de ce temps mort parce qu'on a entendu parler de Pauline à plusieurs reprises, qui investit dans l'entreprise. Donc Pauline, c'est ma troisième, qui est actuellement employée chez UBS Suisse à Zurich, et dans l'intelligence artificielle, qui est un master de finance passé à Dauphine, et qui va rejoindre prochainement l'entreprise en qualité de directrice financière. Voilà, je voulais apporter cette précision puisqu'on l'a évoqué. Bonjour, nous avons donc plusieurs questions sur le web. Alors, les premières sont posées par Laura Bellet de Financière Mescart. Pouvez-vous préciser la répartition entre vos magasins en propre et ceux affiliés, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, alors je vous parle, nous disposons de 5 magasins en propre et donc 22 en affiliés. Et grosso modo, l'objectif est de rester sur cette base de 4-5 magasins en propre, ce que je considère le bon niveau pour avoir des témoins suffisants pour bien suivre l'évolution de notre enseigne auprès de ses clients. Très bien. Deuxième question, toujours de Laura Bellet. Que prévoyez-vous en termes d'empreinte carbone de votre prestataire de transport? Est-il dans une démarche de réduction des émissions liées? Alors, comme tous les transporteurs, il y a un énorme travail d'effectuer. Et en plus, nous inscrivons, notamment lorsque nous sortons des frontières du Grand Ouest, dans des boucles. En fait, aujourd'hui, quelque part, on contribue à mieux ou à diluer l'impact carbone par la marchandise transportée, puisque nous allons nous inscrire dans des boucles, c'est-à-dire des camions qui font des boucles régulières autour de la France pour livrer les surgelés. Et donc, nous allons utiliser ces lignes qui existent et donc ne pas générer de nouvelles émissions pour nos magasins uniquement. Et il y a un plan de réduction carbone, le Calvez, si ça peut répondre à votre question. Et c'est vrai que ça fait partie des engagements qu'on a pris aussi, c'est de... Pierre va prendre ça à bras-le-corps, c'est un sujet qui le préoccupe particulièrement, c'est effectivement de planifier, de processer progressivement donc, la réduction de notre empreinte carbone dans le temps. Même si notre modèle aujourd'hui nous permet déjà d'être très performant de ce point de vue-là. Mais on veut également emmener nos fournisseurs, nos affiliés dans cette démarche. Et on est en train de prévoir les contrats pour aller dans ce sens. J'ai une autre question de la part de Raphaël Giraud de IBG. Bonjour, pouvez-vous nous décrire le parcours des denrées, cuisine, etc., avant d'arriver en magasin? Donc, la première des choses, ça me permet d'insister sur la vertu du surgelé, c'est que déjà, par exemple, sur un champ de haricots verts collectés, l'haricot vert va être surgelé dans les 5-6 heures qui suivront sa cueillette. Ce qui nous permet d'offrir aux clients toutes les qualités organoleptiques et nutritionnelles surtout du végétal. Pareil pour la découpe de volaille ou les produits à base d'autres viandes. Le processus de surgélation intervient très vite, ce qui nous permet de préserver toute la fraîcheur quelque part du produit et de pouvoir la restituer au consommateur à sa guise lorsqu'il le souhaite. Les produits sont simplement conditionné, vous l'avez vu au travers de certaines photos ou certains films qu'on vous a passés, simplement protégé dans des sachets le plus simplement possible, conditionné dans des cartons pour être assemblé après en palettes. Donc tout ça, ces opérations se passent chez notre fournisseur. Tout est centralisé après chez notre logisticien à Noyal-sur-Vilaine et après acheminé vers les magasins au rythme via un système de logiciel caisse qui est connecté directement chez notre logisticien et qui permet de gérer les stocks. Donc le réassort est directement piloté par les magasins en contact direct avec notre logisticien. Et comme l'a fait remarquer Pierre tout à l'heure, les cartons sont bien sûr valorisés dans l'ensemble de nos magasins.
Donc voilà comment est processé notre... C'est très simple et on essaye de réduire au maximum. Le principe de fond de notre enseigne, c'est de ne pas dépenser de ressources qui ne servent la valeur d'usage du produit chez le consommateur. Merci. Prochaine question, toujours de Raphaël Giraud. Quelles sont vos contraintes en termes d'autorisation d'ouverture? Vous arrive-t-il de créer de nouvelles surfaces commerciales? Alors, effectivement, je n'ai pas souvenir, on a peut-être sur les 27, il y avait une ouverture dans ce cas de figure-là, Fouesnant. Mais l'essentiel de nos implantations s'effectue dans les cellules commerciales déjà existantes. Je dirais que la crise que nous vivons aujourd'hui, malheureusement, qui affecte beaucoup d'activités commerciales, rouvre encore un peu plus le champ du possible pour notre enseigne, pour se déployer. Donc c'est principalement dans des cellules commerciales existantes que nous déployons nos activités. La prochaine question est de Julien Onillon, LPA Research. Pouvez-vous revenir et expliquer vos objectifs d'amélioration de la marge d'exploitation à l'horizon 2025? Alors, le premier élément sur cet aspect des choses que je voudrais mentionner, c'est que le niveau de marge brute qui n'est pas bien exprimé, enfin pas bien exprimé, il est bon, hein, mais il n'extériorise pas le modèle tel qu'il est aujourd'hui au 31 mars, puisqu'encore au 31 mars, on avait des magasins affiliés qui modifient la moyenne de la marge brute. Mais la marge brute est aujourd'hui positionnée à entre 35, 50 et 36%. Et notre modèle ne prévoit pas d'accroître cette marge brute. C'est une forme de loyauté que nous devons à nos consommateurs. C'est ce qui va déterminer le positionnement tarifaire par rapport à nos consommateurs. C'est donc dans la gestion des moyens engagés pour mettre à disposition le produit que nous allons générer une amélioration sensible de notre revenu. Déjà, comme on vous l'a expliqué, toute la dimension logistique est variabilisée, comprise entre 2,5 et 3%. Vous avez également maintenant, à part nos quelques magasins en propre, toute l'activité de commerce est donc variabilisée via notre contrat de commission affiliation. Donc nous attribuons 26% jusqu'à 70 000 euros mensuels de commission à l'affilié, ce qui lui permet d'atteindre un niveau d'équilibre rapidement. Et au-delà, le chiffre d'affaires supplémentaire à 70 000 euros, nous versons une commission de 10%, ce qui nous permet, au global de l'ensemble de nos magasins, de verser entre 21 et 22% de marge à nos commissions, à nos commissionnaires affiliés. Après, il nous reste le bloc communication et frais fixes d'enseigne. Et c'est sur ces paramètres-là que nous envisageons sereinement, raisonnablement, quand on aura atteint donc un certain volume d'activité, atteindre 7%, entre 6,5 et 7% de REX d'ici 2025. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. On a deux questions qui viennent de la ligne audio. La première question de la ligne audio vient de la ligne de Monsieur Nicolas Montel de Force Impact. Monsieur, c'est à vous. Bonjour. J'avais deux questions. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu le profil de vos nouveaux affiliés et quels critères de sélection vous utilisez pour sélectionner les dossiers? Merci beaucoup. Pierre. Alors, comme on vous l'a dit, ce qui est très important pour nous, c'est qu'ils aient un profil de commerçant, qui aiment la relation client, l'échange avec les clients et qui, bien évidemment, aiment la cuisine parce que c'est clé chez nous. Donc les profils, il y en a différents. Il y a des personnes qui sont actuellement salariées et qui veulent devenir entrepreneurs, créateurs d'entreprises, mais qui ont cette fibre commerciale. Et on a d'autres profils. Alors on voit arriver depuis quelque temps des profils très intéressants pour nous d'ailleurs, des gens qui sont déjà dans la commission affiliation dans le textile, qui bien sûr ont souffert ces périodes de confinement, qui cherchent à diversifier leur portefeuille d'activité. Et sont des gens qui ont donc l'habitude de piloter plusieurs points de vente, stimuler les équipes de plusieurs magasins. Donc voilà à peu près les deux profils principaux que nous avons, sachant que après, il y a tout un process de recrutement avec un échange téléphonique. On exige une première visite au siège pour
tester la vraie motivation des candidats. On leur impose aussi une journée découverte, parce que parfois, les candidats peuvent trouver super les valeurs, l'état d'esprit de l'enseigne, mais il faut se rendre compte aussi ce que c'est que d'être en magasin. C'est aussi physique, hein. Il faut mettre en rayon. Enfin, il y a toute une dimension de travail qu'il est important qu'ils appréhendent bien pour ne pas se bercer d'illusions. Et c'est qu'après, avec eux, progressivement, nous allons les épauler pour qu'ils construisent par euxmêmes, c'est très important, leur projet économique, et puis après la recherche du point de vente. Alors bien sûr, notre notoriété grandissante nous permet de faire converger vers nous des offres de plus en plus nombreuses maintenant, y compris d'ailleurs d'enseignes généralistes. Je pense à Lidl qui nous a permis d'ouvrir dans plusieurs endroits maintenant des points de vente, puis ils apprécient que notre enseigne vienne auprès de la leur. Ensemble, on stimule de l'attractivité pour les consommateurs. Donc voilà comment s'élabore le point de vue. Le message essentiel que l'on passe, c'est que la création de points de vente Ecomiam, c'est pas fait pour les rentiers. On ne veut pas de rentiers, on veut des gens qui s'impliquent. J'ai rien contre les rentiers, mais en l'occurrence, dans l'exercice de nos activités, il faut que ce soit des gens qui s'impliquent dans le business en direct ou de manière indirecte. Mais voilà, on ne peut pas confier les clés comme ça et espérer que tout aille bien. Il faut être impliqué, concerné au quotidien. Merci beaucoup. Merci. La prochaine question de la ligne audio vient de la ligne de M. Alexandre Cassat de Cassat Associates. Monsieur, c'est à vous. Oui, bonjour. J'ai 2 questions, s'il vous plaît. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. La première question est sur le timing de l'introduction en bourse. Donc, c'est une petite opération qui, du fait en même temps de sa garantie à 80%, est assurée de succès. Et donc, moi, je m'interrogeais sur le fait pourquoi vous la faites si tôt, cette introduction, alors que votre modèle économique vous êtes une société jeune et votre modèle économique était les premières années pas encore rentable. Et pourquoi vous n'avez pas plutôt attendu, alors que vous allez faire un très très bon exercice, 6 ou 12 mois supplémentaires pour la valorisation de ce modèle économique. Donc j'aimerais savoir quelle était la raison de cette accélération du timing par rapport à l'historique. C'est pas une critique, c'est juste une demande d'explication. Et la deuxième question, c'est sur votre développement. On comprend bien que le développement est régional, la Bretagne, Pays de Loire, Nouvelle-Aquitaine. Et là, je vois visiblement dans une des slides, c'était pas du tout la région Île-de-France où je suis, par exemple, et qui était une région à fort pouvoir d'achat. Donc je m'expliquais, je me demandais pourquoi vous ne visez pas l'Île-de-France. Est-ce que c'est pour des raisons logistiques, techniques, ou est-ce que c'est pour des raisons de concurrence, ou est-ce que c'est pour des raisons de choix d'implantation de magasins, de coût du foncier? En gros, pourquoi dans un premier temps, au moins un horizon probablement de plusieurs semestres, vous excluez la région parisienne? Merci de vos réponses et je ne doute pas de votre succès de l'introduction. Merci pour vos questions. Donc, effectivement, votre première question est très importante. En fait, nous avions pris, quand je dis nous, j'associe avec moi mes partenaires obligataires. Hein, je vous ai évoqué tout à l'heure obligataires. Donc, au mois de novembre l'an passé, nous avions, dans le cadre de nos rencontres trimestrielles et nos réflexions stratégiques, nous avions convenu qu'il fallait envisager une seconde levée de fonds. Le modèle arrivant donc à maturité, et que maintenant il faut impulser, accélérer le principe de développement pour asseoir la notoriété, pour conforter la croissance de notre enseigne. Donc c'est d'abord une décision de levée de fonds qui avait été prise il y a 1 an pour cet automne-ci. Et puis après, c'est des rencontres, c'est ma réflexion qui m'a conduit à rencontrer plusieurs acteurs qui pouvaient m'épauler et m'accompagner dans cette démarche-là. Et j'ai choisi d'aller en bourse parce que je pars du principe que ça confère, et on le vérifie avec Pierre grandement depuis ces dernières annonces,
Ça nous confère une notoriété exceptionnelle, donc ce qui conforte notre souci de faire croître la notoriété de l'enseigne. J'ai considéré aussi que c'était le meilleur moyen de préserver l'indépendance et donc de défendre les valeurs de notre enseigne. L'avantage que nous avons, c'est que nous avons pu à gérer lorsqu'on fait rentrer des private equity. On a ce souci légitime pour les acteurs du private equity de rendre liquides leurs investissements tous les 4-5 ans, ce qui nous met quand même dans un rythme de préoccupation de ce point de vue-là qui parfois peut être encombrant dans un projet. Vous l'avez compris, c'est une entreprise familiale, j'ai des enfants impliqués dedans, on se projette sur beaucoup plus longtemps que ces 4-5 ans. C'est pour toutes ces raisons qu'il m'a semblé important de choisir la bourse. Et ce faisant, voilà, on est parti. J'ai rencontré des partenaires, vous l'avez mentionné, ça se passe plutôt bien dans notre démarche, très efficace, très, très performant. Et voilà, c'est pour ça que nous sommes en bourse. Sur la deuxième dimension de votre question, en fait, c'est une réponse qui peut paraître un petit peu simpliste, mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est la taille des congélateurs, quoi. Notre offre, vous l'avez compris, elle est magnifique pour les gros congélateurs. Et en région parisienne, jusqu'à maintenant, ces choses vont sûrement changer quand ils vont entendre parler d'Ecomiam, mais jusqu'à maintenant, les congélateurs sont petits. Et ce qui veut dire pour nous d'imaginer une évolution de notre offre, de notre assortiment, il faut qu'on le retravaille différemment pour être adapté. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de bien sécuriser notre plan de développement, donc de capitaliser sur notre savoir-faire. Pierre vous a bien présenté tout à l'heure. On va aller chercher les villes là où on sait que ça fonctionne, là où on sait qu'on a le public qui attend notre offre, entre guillemets, en tout cas qui trouve intéressante notre offre. Donc l'idée, c'est de bien sécuriser notre plan de développement, délivrer, comme on dit dans ces métiers, les engagements que nous prenons. Et donc, parallèlement à ça, on verra, on construira, on réfléchira pour la région parisienne. Alors, je tiens à vous rassurer, c'est que on vous livre. On a fait la démonstration récemment là, sur Paris, quasiment en 24 heures même. Puis, si vous passez votre ordre de commande avant 16 heures, on est capable d'arriver avant 13 heures le lendemain avec ChronoFresh, avec l'ensemble de notre gamme. Donc, si c'était un cri du cœur, monsieur, vous inquiétez pas, on peut quand même vous livrer les produits très rapidement. J'ai une prochaine question sur le web. Monsieur Patrick Borne, pouvez-vous nous donner le coût de la croissance, l'ensemble des frais engagés pour préparer l'avenir? Y en a-t-il d'immobilisés? Dans ce cas, quels sont les amortissements sur la dernière période? Alors, comment je veux dire? Procédons par ordre. Comme on vous l'a expliqué, l'argent levé est fléché dans une mise de fonds financière, en fait, principalement chez nos affiliés. Donc, ça ne va pas être amorti. C'est pas un investissement, c'est une participation financière. Donc, ce n'était pas amorti. Les amortissements vont concerner tous nos efforts sur le digital, où là, on a effectivement des budgets, puisque on veut faire progresser l'ensemble des services que nous apportons à nos consommateurs. Nous avons des tas d'idées que je ne voudrais pas trop développer, pas trop faciliter le travail de nos concurrents, mais nous allons apporter de plus en plus de services via le digital à nos clients. Donc là, il y aura un peu d'amortissement, mais globalement, l'essentiel du CAPEX qui concerne la création des points de vente est porté par nos partenaires affiliés. Donc, ce n'est pas amorti. C'est pour ça qu'on a cet accroissement significatif du REX. C'est que derrière les l'EBITDA, il y aura proportionnellement beaucoup moins d'amortissement que maintenant. Alors, sur si vous vouliez un éclairage sur le passé, si j'ai bien compris, pour répondre à votre question, nous avons créé des magasins. C'était à peu près un investissement de l'ordre de 250 000 € en moyenne. Là, je réponds vraiment, j'essaye de répondre précisément à votre question. Amorti sur 7 ans à peu près. Voilà à peu près le rythme. Nous en avons réalisé 10 ou 11. Alors, il faudra faire toutes les multiplications. Vous êtes mieux installés devant vos ordinateurs pour le faire. Et nous avons revendu. C'est pour ça qu'on voit dans nos comptes des résultats exceptionnels. Nous en avons vendu 6 au total, 6 ou 7 jusqu'à maintenant. Donc voilà un petit peu. Mais encore une fois, on choisit le modèle de la commission affiliation. Donc c'est la vertu de faire porter l'investissement par des tiers, de variabiliser les coûts d'exploitation. Mais au-delà de ça, et c'est essentiel, c'est l'implication
des gens dans leurs magasins. On voit bien sur d'autres enseignes beaucoup plus importantes que la nôtre, celles qui sont les plus en capacité de résister par rapport à l'évolution des modèles, ce sont les enseignes où il y a des indépendants, où il y a des gens impliqués avec leurs capitaux aux manettes des magasins. Il y a une dynamique, une réactivité plus forte que les enseignes où des schémas intégrés dominent. Donc voilà les 3 paramètres qui motivent ces choix-là et qui vont nous permettre d'avoir un système de développement assez vertueux et qui va nous permettre de dégager du cash significativement dans les années à venir. La prochaine question est toujours de Monsieur Patrick Borne. Quel est le revenu moyen d'un de vos affiliés ayant 2 ans d'activité? On considère qu'on est break-even, c'est-à-dire que au bout de 2 ans d'activité, break-even, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se paye, déjà, c'est déjà pas mal, hein, comme un responsable de magasin, on va dire, sur la base chargée de 35-40 000 euros à l'année. Et il assume, la couverture en cash dégagé correspond à peu près au montant de ses amortissements, quoi. Voilà à peu près qui sont de l'ordre de 35 000 euros à peu près à l'année. Alors attention, hein, c'est des ordres de grandeur. On est bien. Il y en a qui font mieux, il y en a qui font un peu moins bien. Mais voilà, je pense que nous sommes dans cette moyenne à peu près. La prochaine question est de Raphaël Giraud, IBG. Comment voyez-vous votre politique d'endettement et de dividendes dans quelques années? Alors, d'endettement faible, c'est clair. Notre modèle prévoit pas beaucoup d'endettement, hein, c'est clair. D'une manière générale, par rapport à notre environnement, j'ai à cœur de faire en sorte que notre réseau soit le plus solide en fonds propres, le moins endetté possible. Autour de nous, bon, vous connaissez la situation. Je pense qu'il est important pour bénéficier et avoir cette capacité à pouvoir bénéficier de certaines opportunités, d'être bien solide sur nos fonds propres, peu endettés. Sur la distribution de dividendes, nous sommes une entreprise familiale. Nous avons vocation effectivement à mettre en place progressivement une politique de distribution de dividendes. Elle se fera en bon père de famille. Voilà, je ne souhaite pas et on n'a pas souhaité prendre d'engagement sur ce sujet à l'occasion de l'entrée en bourse. Eh bien, écoutez, il ne me reste qu'à vous remercier, vous souhaiter une bonne soirée.